ces dernières semaines et mis le fait qu'on avait de temps en temps des problématiques managériales, de tensions au sein des équipes, etc. Et que ça pouvait être un thème de workshop intéressant. Et Arnaud, ici présent, nous avait glissé à l'oreille à l'époque que Michel Saison, également ici présent, pourrait être un excellent interlocuteur sur le sujet. Le hasard de la vie fait qu'avec Michel Saison, on se connaissait aussi, on s'était croisés il y a quelques années, dans une autre vie. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter, mais effectivement, sans trop défricher ou dévoiler de choses, Michel, ça fait pas mal d'années qu'il accompagne des startups technologiques sur le bassin de Grenoble, je crois, particulièrement. Enfin, tu es présent worldwide, là, on te connaît un peu partout. Worldwide. Et avec un prisme particulier qui est vraiment le prisme équipe. C'est vraiment sa connotation forte. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter, et puis de nous présenter effectivement le thème sur lequel il va intervenir, sur lequel, évidemment, vous n'allez pas ressortir comme étant des experts, mais c'est une approche particulière, si j'ai bien compris, je vais apprendre avec vous, une approche particulière pour mieux cerner les personnalités au sein d'une équipe, et du coup, grâce à ça, mieux décrypter les comportements des uns et des autres, et idéalement aussi adapter nos pratiques managériales en fonction de la composition et des comportements de nos équipes. Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Alors, Michel est accompagné d'une de ses partenaires, Clara Breuil, qu'on accueille aussi parmi nous. Bienvenue parmi nous, Clara. Je ne sais pas si Clara nous entend, je n'ai pas l'impression. Eh bien, écoute, Michel, je te passe la parole. Merci Boris. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, avec Boris, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Avec Arnaud, peut-être même encore plus. Donc, bonjour Arnaud, ça fait plaisir. Donc, je vais me présenter rapidement et puis, si vous le permettez, je demanderai à chacun de se présenter très rapidement pour me donner un peu une idée de l'auditoire. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis coach professionnel et médiateur professionnel. J'accompagne depuis 11 années maintenant des startups technologiques sur les aspects business, mais surtout sur les aspects humains, qui me semblent être primordiaux. Avant ça, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur en intelligence artificielle, robotique et vision. Dans les années 80, j'ai monté 3 startups dans ce domaine-là, à Singapour, en France et aux US. Et ensuite, j'ai fait une quinzaine d'années là-dedans. J'ai fait une dizaine d'années dans des multinationales en tant que manager de projet de direction internationale. Et puis, j'ai passé 5 ans aussi à l'INRIA, à l'Institut de recherche, comme directeur d'équipe et puis directeur de programme. Voilà, pour moi. Après, vous avez votre ami Google qui vous en dira plus si ça vous intéresse. Donc, je suis accompagné par Clara, qui est une partenaire avec qui on est en train de monter une offre commune. Donc, je l'ai invité à assister en tant qu'observateur à cette présentation. Voilà, donc si ça vous convient et ça convient à Boris, est-ce que je peux avoir rapidement peut-être 30 secondes par personne là pour juste savoir à qui j'ai affaire? Allez, 30 secondes pitch. Anne-Sophie. Oui, bonjour Anne-Sophie. Donc moi, je suis la dirigeante d'Alerion, une start-up qui développe des solutions drones innovantes. Alerion, aujourd'hui, c'est 4 autres personnes en plus de moi. Et voilà, rapidement. Ok, merci. Henri. Alors bonjour, Henri Redon. Moi, je suis cofondateur de Juggle et j'exerce aujourd'hui une fonction de directeur produit. Donc en gros, je sers un peu de courroie de transmission depuis les retours clients qu'on a de la part de l'équipe marketing vers l'équipe tech, en gros, qui produit et qui fait évoluer notre logiciel. N'hésite pas à parler fort, Henri. Pardon, c'est mon micro est bas. Et en gros, on travaille sur une solution logicielle qu'on propose aux établissements médico-sociaux pour faire de l'accompagnement et du suivi avec des personnes qui sont sujettes à des troubles du développement. Bon. Merci Henri. Élise. Oui, Élise, présidente de la société CEDAC. On fait du développement de produits alimentaires pour les entreprises agroalimentaires. Donc développement de produits principalement à base de protéines végétales locales, bio et françaises. La société a 3 ans et aujourd'hui on est 5, j'ai 4 salariés, donc en plus de moi. Ok, merci Élise. Régis. Ouais, donc Régis Lost, on s'est déjà croisé avec Michel dans le passé. À l'époque, j'étais président de Celendra, qui est une société qui fait de l'intelligence artificielle. C'est mon
C'est mes premiers amours. Et aujourd'hui, je suis le président de Cyberdetect, c'est une boîte qui commercialise un logiciel qui s'appelle Gorille. Et le boulot de Gorille, c'est de détecter les virus informatiques, malheureusement pour nous en ce moment, qui ne sont pas détectés par les antivirus classiques. Donc, on a une technologie qui est un mélange d'analyse morphologique, d'intelligence artificielle, et qui ne se base pas sur la signature comme les virus classiques, que les antivirus classiques, mais plutôt sur le comportement d'un malware et d'un virus. Merci Régis. Arnaud? On se connaît depuis longtemps avec Michel, mais donc je m'occupe de libéraux.net, qui fait du chiffrement web. Et on s'est rencontrés il y a une bonne dizaine d'années maintenant avec Michel dans des projets européens louches. Voilà. Merci. L'autre, Arnaud? Voilà, oui, je débute en visio. Oui, alors bonjour, Arnaud Lepage, je suis directeur général de Big Gift. On fait des chèques cadeaux à destination des commerçants indépendants et on participe à la revitalisation des territoires. On est présent dans toute la France maintenant, dans 1000 territoires à peu près. Et nous sommes 7 maintenant. Merci Arnaud. Stéphane? Bonsoir, donc Stéphane Gégou, moi je fais du transfert de technologie avec le laboratoire Lorrain d'informatique depuis une vingtaine d'années. J'ai une expérience à Grenoble dans la microélectronique avec ST et Gemalto. Et puis on a monté une société qui s'appelle Harmonic Pharma qui fait de la prédiction de toxicité dans le domaine chimique, l'environnement, la santé depuis une dizaine d'années avec l'intelligence artificielle. Je suis président du conseil de surveillance de Cyberdetect aussi, dont vous a parlé Régis. Et puis j'ai une activité également importante dans le domaine de la défense. Je suis réserviste opérationnel et j'ai pas mal de contrats et d'occupations avec le ministère des Armées dont je ne vous parlerai pas. Thomas. Merci Stéphane. Hop là, bonsoir Michel que je ne connais pas. Donc du coup moi je suis le président du groupe CoGaming qui est spécialisé dans le développement d'écosystèmes e-sport. Donc on aide les collectivités à l'implantation d'écosystèmes de gestion d'équipes d'école pour la pratique du jeu vidéo en compétition. Et actuellement je suis sur Angoulême pour développer des écoles, des events quand ça reprendra. Et là j'ai ma super chambre d'hôtel actuellement quoi. Et pour l'instant on est 16 personnes dans le groupe, mais si ça continue, on devrait être plus, j'espère, si on arrive à vendre des événements. Les écoles et tout ça. Alors, on a beaucoup de notes d'attention en ce moment, à partir de janvier 2021. Merci. Théo? Oui, bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 26 ans. Il y a 3 ans, j'ai monté avec mon associé Florent une boîte qui s'appelle Simple et on fait des boissons rafraîchissantes sans alcool qu'on appelle des potions qui ont pour vocation de remplacer un peu les softs traditionnels qui sont souvent assez chimiques et sucrés. Et on vend ça dans les magasins bio, en restauration. Et voilà, donc c'est pas une super période pour nous, mais c'est sympa comme entreprise. Du coup, Florent, tu veux réagir et compléter? Merci Théo. Pas grand-chose à rajouter, hormis le fait qu'on travaille qu'avec des plantes cultivées en France et qu'on fait des softs moins sucrés que les cochonneries industrielles habituelles. On essaye petit à petit d'éduquer les gens vers une meilleure façon de consommer. Et d'ailleurs, il y a une super offre promo, donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à la fin de ce workshop. Corentin, je t'ai pas fait réagir suite à la présentation d'Henri. Pardon, Corentin. Oui, bonjour à tout le monde. Corentin Carbiriou, je suis associé d'Henri, donc président de la société Juggle. Pour quelques chiffres, on est 9 personnes et la société a été créée il y a 2 ans. Ok, merci. Moi, j'ai besoin de savoir quelque chose avant qu'on commence. Est-ce que Florent et Théo sont dans la même pièce, mais ils ont pris 2 visios pour faire semblant d'être une multinationale? C'est complètement ça. Jaune derrière. Mais on ne fait pas semblant d'être une multinationale. Ouais, vous avez un client au Luxembourg? Déjà. Alors, je tiens à préciser que ceux qui ont des connexions suffisantes pour être à 2, c'est la classe. Ismaël, je vois que tu es planqué, tu es dans ta voiture, tu es parmi nous? Non, je suis là, mais comme mon téléphone est en vrac, du coup, vous me voyez un peu en contre-plongée. Donc, Ismaël Dillon, je suis dirigeant de l'entreprise SD Innovation.
On est spécialisé dans le développement technologique à façon mécanique, électronique, informatique depuis des années, et principalement dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ok, merci Ismaël. Ai-je oublié quelqu'un? Nathalie, un petit mot? Moi, je suis l'associée de Boris, co-animatrice du réseau Lorraine Inside avec lui. Donc voilà, puis sinon, je m'occupe un peu de Blooming Mac et puis de l'autre réseau qui existe. Voilà. Et des problèmes de relations humaines, Nathalie, dans ton équipe? Énormément. C'est très complexe. J'ai dû m'inscrire la semaine dernière à SOS Hommes Battus. Oui, c'est ça. Ok, boutade de mise à part. Je n'ai oublié personne? On est parti, Michel? On va te merci. Religieusement. Ok, donc je vais partager mon écran. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler une présentation. Donc, elle va être assez, je dirais, descendante. Hein. Sur un webinaire, on n'a pas forcément le temps. Mais par contre, je garderai du temps à la fin pour les questions et les interactions. Donc, si vous avez des questions, soit vous les mettez dans le chat et puis à ce moment-là, je compte sur Boris pour les dérouler, soit vous les posez à la fin et comme ça me permettra de faire passer tous mes messages. Donc voilà, comme disait Boris, moi j'interviens principalement sur des startups technologiques de par mon passé et de par le fait que, effectivement, en tant que coach, j'ai pris le parti de m'occuper de l'humain parce que la techno, on est assez bon et les financements, quand on est bon, on sait les trouver. Mais par contre, 95% des échecs dans les startups technologiques sont liés à l'humain, mais 95% des succès sont aussi liés à l'humain. Donc, j'ai proposé un petit sondage. Je vous ai envoyé le lien avec Boris et puis voilà les réponses un petit peu que j'ai eues. Donc, globalement, a priori, les gens pensent que c'est important, les problèmes de communication à l'entreprise ou à la maison, hein. Bien sûr, hein, on fait pas de distinguo. Par contre, avec une formation ou des outils, ils sont évitables également. Donc ça, c'est le premier enseignement. Sur le deuxième sondage qui était, est-ce que vous vous sentez à l'aise et armé pour répondre à ces questions-là? On a une majorité de plutôt non, avec quelques plutôt oui, quoi, et puis des personnes qui disent que ça va à peu près. Voilà, donc peut-être que vous allez trouver quelques enseignements dans ce que je vais vous apporter. Et puis sur le troisième sondage, un petit peu sur les outils ou les méthodes que vous connaissez. Il y avait pas de process.com, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter rapidement le modèle, encore une fois. Une personne qui connaît le MBTI, la CNV, communication non violente. Il y a deux autres outils qui ont été mentionnés. Et puis l'outil pas vraiment, qui est l'outil de référence en général qu'on utilise. Voilà, donc merci pour vos réponses au sondage. Alors, communiquer, nous sommes un animal social, hein, nous avons besoin de communiquer, on ne peut pas ne pas communiquer. Hein. Même quand on ne dit rien, le non-verbal parle pour nous. Juste voir la tête de votre collègue quand il arrive le matin au boulot peut vous donner de l'information en tout cas. Et cette communication est d'autant plus importante quand on travaille en équipe. Alors, pour communiquer, il faut être deux. Il y a un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Et chacun a son codeur et son décodeur personnel pour traiter l'information échangée. Mais dans cet échange, il y a de la déperdition. Avez-vous parfois l'impression que ce que vous vouliez dire n'est pas ce que vous avez dit, ou que ce que vous avez dit n'est pas ce que l'autre a compris? Entre ce qui est dans votre tête et ce qui finit dans la tête de l'autre, il peut y avoir des différences importantes qui donnent lieu à des malentendus, à des frustrations, du stress ou des conflits. Alors, pourquoi ces difficultés à communiquer? Cela est dû en partie à des croyances que tout est visible et que tout le monde le voit. Par exemple, dans cette image, on voit un couple au bord de l'eau, mais certains verront peut-être également un bébé dans la forme de l'arbre. Voilà, croyance que ce qui est évident pour moi l'est forcément pour l'autre. Alors pour ceux qui ne voient pas le bébé, vous aurez les slides, hein, je vous laisserai
le regarder. De même, dans cette autre image, on voit tous une femme, mais certains la voient jeune et d'autres la voient plus âgée. Donc, si nous n'avons pas comparé nos perceptions et si l'âge est un élément important dans la discussion, nous pouvons nous quitter sur un malentendu. Il y a également des biais cognitifs qui déforment notre perception de la réalité. Celles et ceux qui pensent que les lignes bleues ne sont pas parallèles se trompent. De même, celles et ceux qui pensent que les cases A et B ont une teinte de gris différente se trompent également. Et même quand on se fie à nos sens, même nos sens peuvent nous jouer des tours. Vous savez, quand le magicien coupe en deux sa partenaire sur scène, c'est pas vrai. Voilà. Donc tous ces biais et ces croyances peuvent fausser la communication. Alors comment ça se passe? Face à une situation ou à des faits observés, notre cerveau va interpréter. De cette interprétation, on va en retirer un ressenti. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que c'est dangereux? Et de ce ressenti, on va en découler une décision. De cette décision, on va se mettre en action. Et cette action, bien sûr, va avoir un impact sur la situation, sur le contexte. Dans cette boucle, il y a une partie visible qui est les faits qu'on observe et les comportements des personnes, et une partie invisible qui se passe dans notre tête, l'interprétation, le ressenti et la décision. Et chacun a la sienne. Ce qui veut dire que quand face à une situation, je vois quelqu'un qui n'agit pas comme je l'aurais fait, c'est tout simplement que son interprétation, sa boucle du bas est différente. Pourquoi? Parce que chacun a son référentiel qui est lié à son éducation, à sa culture, à sa religion, à son chemin de vie. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Mon référentiel n'est pas meilleur que le vôtre ou n'est pas meilleur que celui de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on est différent et c'est tant mieux. Hein. Et ça, c'est quand tout va bien. Si on rajoute une touche de stress, ce qui va se passer, c'est que le stress va fausser notre perception de la réalité. Du coup, notre interprétation va être gênée. Nos émotions s'en mêlent et nos décisions vont être biaisées. Et finalement, nos actions vont devenir inappropriées face à la situation. Alors, on fait quoi? La mauvaise nouvelle, mais vous le savez déjà, c'est que tout petit, on apprend à parler, mais qu'à l'école, on n'apprend pas à communiquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que plein d'outils existent. Certains sont basés sur l'analyse transactionnelle, sur la programmation neurolinguistique, CNV, etc. Donc, en guise d'appétit, je souhaite vous partager un premier outil simple à mettre en œuvre et que j'utilise très souvent en coaching. Il s'agit des signes de reconnaissance. Cet outil est issu des travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle. Nous avons tous besoin de donner et de recevoir du feedback. Communiquer, c'est se donner des signes de reconnaissance, verbaux et non verbaux. On appelle ça des strokes en anglais. Et les signes de reconnaissance peuvent être conditionnels, quand ils sont liés au comportement des gens, à ce qu'on fait, ou inconditionnels, quand ils sont liés à la personne, à l'être. Donc, quand on donne un signe de reconnaissance conditionnel positif, on va donner un feedback à une personne sur le fait qu'elle a fait du bon travail ou elle a bien agi, par exemple. On est en train de lui indiquer que son comportement est positif, ou en tout cas, elle est sur le bon chemin pour avancer. C'est un signe qui est très intéressant et très important parce que déjà, souvent, on dit quand c'est pas bien, on oublie de dire quand c'est bien. Donc, c'est important de le dire. Et deuxièmement, si on ne dit pas à la personne qu'elle agit bien, elle va avoir du mal à consolider et à continuer sur la même direction. Si elle n'est pas sûre d'elle ou si j'ai eu comme ça des personnes qui me disaient « mon patron ne me dit jamais quand c'est bien ». Encore faut-il savoir aussi le demander, ce signe-là, si on en a besoin. Mais voilà, donc ça, c'est le signe de reconnaissance conditionnel positif. Le signe de reconnaissance conditionnel négatif, c'est de dire à la personne que son comportement est inapproprié ou alors que son travail n'est pas à l'attendu. Ce signe-là est tout aussi important parce que si on ne dit pas à une personne qu'elle a mal agi ou qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, et qu'elle ne le sait pas ou qu'elle est persuadée du contraire, elle risque de continuer sur un comportement qui n'est pas le bon. Donc, donner du feedback négatif à une personne, c'est important à deux conditions.
La première, c'est de dire pourquoi c'est pas bien. Parce que si vous me dites que mon travail est pas correct, mais que vous me dites pas pourquoi, je vais avoir du mal. Donc, c'est dire pourquoi c'est pas bien et éventuellement donner des pistes aussi pour que la personne puisse repasser en positif. Vous voyez, dans ces conditions-là, ces signes-là sont aussi très importants. Bonjour aux nouveaux venus. Ensuite, on a les signes de reconnaissance inconditionnels positifs. Donc là, c'est juste dire à une personne, on juge plus ce qu'elle fait, on juge ce qu'elle est. Hein. Vous êtes charmante, vous êtes une belle personne, j'ai plaisir à travailler avec vous, vous êtes bien habillé, etc. Donc tous ces signes-là sont des signes qui visent la personne et non pas son comportement. Ils sont importants parce que déjà, ça fait du bien à l'ego, hein, recevoir un compliment, pour peu qu'il soit sincère, c'est toujours intéressant. Et puis derrière, ça met de l'huile dans la relation, ça permet effectivement de travailler plus efficacement. Et ensuite, on a le signe de reconnaissance inconditionnel négatif. Et celui-là, non seulement il n'apporte rien à la relation, mais en plus, il peut la détruire. Hein. Quand on dit à une personne qu'elle est stupide, par exemple, ça n'arrange rien. Ce signe-là est d'autant plus difficile, enfin nocif, parce que imaginez que la personne qui vous donne ce signe-là soit quelqu'un de référence pour vous, parce que c'est vos parents, votre père, parce que c'est votre supérieur hiérarchique, parce que c'est quelqu'un en qui vous avez grande confiance ou autre, vous risquez de le croire, quoi. Si mon père me dit que je suis nul, il doit avoir raison, quoi. Donc vous prenez ça dans votre sac à dos et vous faites votre chemin avec, quoi. La différence entre tu es nul ou tu es bête et ce que tu as fait est bête, là, ça change tout. Parce que, si je suis bête, je ne peux rien y faire, ou je peux penser que je ne peux rien y faire. Si ce que j'ai fait est bête, et qu'on m'explique pourquoi c'est bête, et qu'on me dise ce que j'aurais dû faire, il ne tient qu'à moi de changer. Vous voyez, donc, la prochaine fois que vous aurez à faire un feedback négatif à une personne, je vous en prie, s'il vous plaît, privilégiez les signes conditionnels et évitez à tout prix les signes inconditionnels. Vous voyez, c'est peut-être tout simple et tout, cet outil-là est peut-être simple, mais quand on en prend conscience, on s'aperçoit que tous les feedbacks négatifs peuvent être faits de façon conditionnelle. Et puis, qui on est après tout pour juger quelqu'un? Voilà, donc on voit que la façon de dire les choses peut avoir son importance, même si le contenu du message, si la finalité est la même. J'en viens à un autre outil qui est issu des préoccupations du docteur Terence McGuire, qui était recruteur à la NASA dans les années 70. Il avait deux problématiques dans le recrutement des astronautes. La première, c'était leur compatibilité. Est-ce qu'ils seront capables de travailler ensemble efficacement? Et la deuxième, c'était, en cas de crise, quel pouvait être leur comportement? Et est-ce qu'on était capable de prévoir ces comportements-là? Donc, il s'est adressé à T.B. Keller, au docteur T.B. Keller, qui a développé donc la Process Communication Model sur les bases des travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle. Donc, son objectif était de l'observation des interactions entre les individus pour arriver à des issues positives. Et aujourd'hui, la communauté internationale bâtie autour de la Process Communication est pilotée par KCF, Keller Communication France. C'est la France qui a repris le flambeau après que T.B. Keller soit parti en retraite il y a quelques années de ça. Donc, la ProcessCom est un outil de développement des compétences relationnelles et émotionnelles. Elle adresse les 4 champs de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, avec notamment le premier qui est « Connais-toi toi-même » de Socrate. Si je me comprends mieux, si je me connais mieux, je vais mieux me gérer. Si je me connais mieux, je vais peut-être mieux comprendre les autres également. Et puis, si je me gère mieux et que je comprends mieux les autres, on peut penser que la gestion des relations sera améliorée. Donc, on va partir d'une connaissance de soi et des autres améliorée pour en arriver à une efficacité personnelle et collective plus importante. Donc, les applications de la ProcessCom, c'est à peu près dans toutes les situations dans lesquelles on a interaction avec des individus, que ce soit en management, que ce soit en formation, que ce soit en gestion des conflits ou cohésion d'équipe. Mais la ProcessCom peut être également très utile dans toutes les interactions que vous pouvez avoir dans votre vie privée, bien sûr. Avec les enfants, avec la famille, avec les copains, etc. Quelques chiffres, 1 400 000 inventaires dans le monde,
Donc, T.B. Keller a passé à peu près 50 années de sa vie à bosser sur ce modèle-là. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a un background académique et de recherche important. Voilà. En France, il est développé depuis 88 avec un certain nombre de formateurs et coachs. Pour ma part, je suis coach et formateur certifié en ProcessCom. Je propose également des certifications en communication interpersonnelle éligibles au CPF. Voilà. Et puis, en termes de référence, c'est à peu près utilisé dans pas mal de grands groupes de par le monde. Voilà pour l'introduction. J'en arrive donc à la ProcessCom de façon plus précise. Il y a 2 piliers dans la ProcessCom. La première, c'est la manière de dire les choses a parfois plus d'importance que ce qui est dit. La forme peut primer sur le fond. Et puis, il y a également une typologie qui a été développée par T.B. Keller, composée de 6 types de personnalités qui représentent les facettes de personnalité de toute personne. Alors attention, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Hein. L'humain est beaucoup plus complexe et riche que n'importe quel modèle ou outil. Un premier élément du modèle, c'est ce que T.B. Keller a appelé la structure de personnalité. Imaginez un immeuble à plusieurs étages. Nous sommes cet immeuble et nous le construisons très tôt dans notre vie. Dans les 3 premières années de notre vie, notre rez-de-chaussée se construit et les autres étages apparaissent plus tard. Vers 7 ans, l'immeuble est formé et cela s'appelle un profil de personnalité. Donc, chaque étage correspond à une facette ou un type de personnalité. À ces étages, on trouve les ressources que nous pouvons mobiliser à la demande. L'ordre dans lequel les étages sont empilés donne à peu près 720 combinaisons possibles pour des profils de personnalité. Hein. Nous sommes tous différents et c'est tant mieux. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre les gens dans une case. Donc, notre rez-de-chaussée correspond à notre nature profonde. On appelle cela la base. Une façon d'être qui va nous suivre tout au long de notre vie. Chez les enfants en crèche, on peut voir apparaître cette nature très tôt. Hein. Vous avez des enfants qui sont tout câlins, qui ont besoin d'attention, qui vont venir consoler les petits copains quand ils se font mal. Et puis, il y en a d'autres qui ne vous calculent pas et qui n'ont pas besoin de ce relationnel proche. Vous en avez qui prennent un malin plaisir à tout mettre en pagaille et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir du plaisir à ranger. Voilà, donc ça, c'est notre base. Encore une fois, elle se déclare très tôt et puis elle va nous suivre tout au long de notre vie. C'est notre façon d'être, notre nature profonde. Et puis, on a un autre élément qui est un autre étage, qui est la phase. C'est notre source de motivation actuelle, c'est notre moteur. Elle correspond à un étage particulier où l'on va se ressourcer pendant une période de notre vie. Suite à un stress important et durable, on peut changer de phase en passant à l'étage supérieur. Dans une vie, cela peut se produire plusieurs fois ou jamais. Ça dépendra de notre façon de vivre les événements. Donc, nous avons 100% de notre énergie disponible au rez-de-chaussée. Cela ne nous demande pas d'effort, c'est notre nature d'être. Par contre, l'énergie disponible dans nos étages peut être moins importante au fur et à mesure que l'on monte. Chaque type de personnalité possède ses ressources propres et pour y accéder, nous utilisons l'ascenseur. Par exemple, une personne dont la nature est réservée aura du mal à faire preuve d'autorité spontanément. Il faudra qu'elle aille puiser cette ressource à un étage supérieur. Quand nous devons donner un coup de fil délicat, certaines personnes ne vont pas hésiter et prendre le téléphone et appeler, alors que d'autres vont tergiverser, procrastiner. La ressource n'est certainement pas au même étage pour ces 2 personnes-là. Voilà. Et nous avons encore une fois toutes les ressources et tous les profils en nous. Quand on visite un étage, pour utiliser ces ressources, on va en fait brûler l'énergie qui est disponible à cet étage-là. Et quand on a tout brûlé, quelque part, on risque le stress et on va retomber à notre niveau de base. Ce qui explique que parfois, quand on prend sur soi et qu'on essaie d'expliquer calmement à une personne, patiemment, quelque chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un certain temps, on va craquer, on va s'énerver, on va dire c'est comme ça. Et puis voilà, ça veut juste dire qu'on a épuisé l'énergie qu'on avait à l'étage, j'explique calmement, et qu'on revient à une nature qui est la nôtre. Donc, on prend notre ascenseur toute la journée, quand on travaille, quand on s'amuse, quand on réfléchit, quand on planifie, quand on est créatif. C'est un mécanisme d'adaptation à notre environnement
et à nos relations, se mettre au niveau de l'autre. Les conditions pour prendre l'ascenseur, c'est déjà le vouloir, et puis ne pas être fatigué, stressé, pressé, et avoir l'énergie pour actionner cet ascenseur-là. Voilà une description rapide des 6 types de personnalités définis par T.B. Keller. Donc, je vais le faire très rapidement. Le type de personnalité empathique, alors il a appelé ça, c'est la traduction de l'américain, alors vous ne focalisez pas trop sur les noms, mais la personne qui a un type empathique est une personne qui est souriante, chaleureuse, attentionnée. Elle souhaite faire plaisir, a beaucoup d'écoute et a besoin de reconnaissance. C'est le cœur qui va guider ses actions. Si j'osais une caricature, on pourrait penser à une assistante sociale. La personne de type travaillomane, c'est une personne logique, organisée, structurée. Elle a un besoin de reconnaissance pour ses compétences. C'est la raison qui va parler là, plutôt que le cœur. Quand il y a une présentation, c'est bien structuré. On va avoir une référence au temps qui est importante aussi. Je sais quand je commence, je sais quand je termine. Le profil type, ça serait peut-être l'ingénieur ou le chef de projet. Vous avez le type de personnalité persévérant, qui est quelqu'un qui est une personne observateur, engagée, dévouée, avec des valeurs et des principes, et surtout le besoin de partager ses opinions. On pourrait penser à un juge de paix, par exemple, pour qui les principes sont importants. Et puis, on va avoir le profil rêveur, quelqu'un qui est plutôt calme, réfléchi, en retrait, qui a besoin de prendre du recul et de visualiser les choses avant de passer à l'action. On pourrait penser à un chercheur qui est souvent perdu dans ses pensées. Pour le type promoteur, il s'agit de quelqu'un qui préfère agir plutôt que débattre. Il va être dans l'action, il va être charmeur, adaptable, plein de ressources. Il va rechercher de l'excitation, des challenges, un peu comme un commercial, si vous voulez, qui saute sur des challenges et qui essaye d'avancer, enfin en tout cas qui est dans l'action. Et puis pour le dernier type, c'est le type rebelle, avec un caractère plutôt spontané, ludique, créatif. Il apprécie la vie, carpe diem, il a besoin d'échanges et de complicité. Un peu comme un ado ou un artiste qui aurait besoin de beaucoup de liberté et de créativité. Voilà les 6 types de personnalités. Il n'y a pas de jugement de valeur entre ces types de personnalités. Ils ont tous leurs points forts et leurs points de vigilance. Donc, nous avons dans notre immeuble tous ces types de personnalités, mais pour chacun d'entre nous, ils sont à des étages différents. Et certains sont parfois plus visibles que d'autres. Certains sont dans le rez-de-chaussée, certains sont au grenier, et donc sont accessibles plus difficilement. Donc, avec un peu de temps et d'explication plus détaillées, vous pourriez essayer de deviner votre immeuble avec ces 6 types de personnalités. En général, les personnes avec qui nous entendons bien ont la même base que nous, et les personnes avec qui nous avons des difficultés à communiquer ont leur base qui correspond à notre dernier étage. Mais c'est peut-être également celles qui nous attirent, car elles sont différentes de nous et on pourrait les admirer pour ce qu'elles sont capables de faire et qu'on n'est pas capable. Quelques statistiques, 30% de la population a une base empathique avec une majorité de femmes, 25% de la population a une base travaillomane, dont une majorité d'hommes. Mais je le répète, il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Un type de personnalité n'est pas une personne, un profil de personnalité n'est pas une personne. Alors, quand on parle communication, il faut d'abord comprendre d'où vient l'efficacité des messages. Il y a ce que l'on dit, comment on le dit et où on le dit. Alors, il y a une étude qui a suggéré que les mots comptaient pour 7% du message. Vous voyez ? Il y a 7% pour les mots, 38% pour le ton de la voix et puis 55% pour le langage du corps. On ne parle même pas du contexte. Cette étude a été remise en cause depuis, elle a été questionnée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le non-verbal a un grand rôle à jouer. Le ton de la voix, l'expression du visage, les gestes, la posture. Si je vous dis, je suis perdu. Vous pourriez penser que je ne sais plus où j'en suis dans ma présentation. Mais si je vous dis ces mêmes mots en criant, le visage angoissé, la nuit au fond des bois en plein hiver, vous en déduirez certainement autre chose. L'efficacité des messages est fonction de la congruence entre ce que l'on dit et comment on le dit. Donc, ce que l'on dit, de quoi on parle, chacun a sa façon de percevoir son environnement. Certains vont privilégier les faits et les opinions,
d'autres vont parler des émotions, d'autres vont encore parler de l'action. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me faire un retour? Certains entendront « donnez-moi votre avis ». Certains vont parler de ce qu'ils ont constaté, des faits, ou de ce qu'ils vont faire, ou de leur ressenti. D'autres auront besoin d'y réfléchir, quand certains vont s'exclamer « c'était génial ». Donc les informations que nous émettons et que nous recevons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est comme si nous avions des lunettes et que nous appliquions des filtres à notre réalité. C'est comme si vous parliez mécanique à quelqu'un qui n'y connaît rien. 90% de l'information serait perdue ou inutile. Alors que si vous parliez à un expert, il apprécierait. C'est comme si vous me parliez cuisine. Je ne saurais pas quoi en faire. Nous n'entendons que ce qui nous intéresse. Alors arrêtons de donner de l'information qui nous intéresse aux autres. Donnons-leur les informations dont ils ont besoin. T.B. Keller a appelé cela les perceptions. Avec un peu d'attention au champ lexical utilisé par une personne, nous pouvons deviner sa perception et donc lui parler son langage. Ensuite, il y a les canaux de communication ou comment dire les choses. Il y a un mois, il y a même plus d'un mois, je rentrais de Paris avec le Covid, je rentrais de Paris en train. C'était un samedi après-midi et ma femme était en balade en montagne. Je lui avais dit, je rentre samedi. Elle m'a dit, bon, j'irai faire un tour en montagne. Donc, j'étais dans le TGV, je faisais mes mails et puis, donc, je me suis dit, bon, il est 3 heures, je vais arriver à 4 heures, j'aurai peut-être le temps de faire des courses avant de rentrer à la maison. Donc, je fais un petit message à ma femme, je lui dis, à quelle heure rentres-tu à la maison? Parce que j'ai besoin d'informations pour organiser mon après-midi. Réponse de ma femme, pas trop tard. Vous voyez, dans ce genre de situation, moi, je ne suis pas plus avancé, quoi. Je n'ai pas mon information. Donc, deuxième SMS, véridique, hein, as-tu une heure de prévu? Deuxième réponse, quand ça t'arrange. Donc, vous voyez que clairement, on n'est pas sur le même canal. Parce que moi, j'ai besoin d'une information et elle essaie de me faire plaisir. Mais ça ne me convient pas, ce n'est pas ce que je recherche. Donc, si ça peut dégénérer facilement, quoi. Me dire, mais en fait, tu vas me donner une heure, oui ou non? Vous voyez, et alors que on est tous les deux de bonne volonté et on a tous les deux envie de se faire plaisir, quoi. Mais on ne parle pas encore une fois sur le même canal, on se croise comme ça. Donc si je ne m'adapte pas à elle et que je lui dis pas, ma chérie, je ne veux pas te déranger dans tes plans et ta sortie, mais j'ai besoin d'organiser mon après-midi pour être à la maison quand tu rentreras. À ce moment-là, j'aurais peut-être, j'essaie d'être rentré pour 17 heures. Merci, bonne balade, bisous. Vous voyez, donc c'est juste le fait que, encore une fois, on ne parle pas la même langage, la même langue. Donc, et ça, malheureusement, si on ne s'en aperçoit pas, ça peut dégénérer, ça peut faire deux frustrés, par exemple. Donc, les canaux de communication sont une manière de dire les choses, mais encore une fois, tout notre non-verbal doit aussi être en cohérence avec nos mots, ce que je vais exprimer, par exemple. Si je vous dis « je suis très heureux d'être ce soir parmi vous », vous voyez, avec une impassivité dans le regard, etc., vous allez peut-être mettre en doute mon enthousiasme à faire ce webinaire. Voilà, donc il y a ce qu'on dit, il y a comment on le dit. Donc la bonne perception et le bon canal pour parler la bonne langue à notre interlocuteur. Quand on s'adresse à quelqu'un, on va s'adresser à sa base. On a tous une langue maternelle, le français, l'anglais, hein, c'est exactement pareil. Si je parle à un Anglais et que je lui parle en français, il va avoir du mal à me comprendre. Si je prends mon ascenseur, je monte à mon étage anglais et que je lui parle en anglais, ça ira beaucoup mieux. Moi, ça va me demander un petit effort, mais par contre, le dialogue va s'instaurer de façon efficace. Donc, il faut prendre son ascenseur et apprendre à parler 6 langues différentes. Voilà les bases. Mais le modèle ProcessCom se décline aussi sur d'autres dimensions. Par exemple, chaque personne a ses préférences d'environnement de travail. Cela inclut la propension à aller vers les autres ou à se concentrer sur son travail. Certains vont être plutôt avoir besoin de contact et d'autres vont se mettre à leur bureau et puis travailler. Ou les conditions de travail en open space, vous avez des gens qui ont des casques anti-bruit sur les oreilles et d'autres qui ne peuvent pas bosser dans un bureau isolé, ils ont besoin d'être au milieu de la foule. De même, certaines personnes préfèrent prendre des initiatives alors que d'autres sont plutôt promptes à saisir des opportunités. L'apport du modèle est de connaître, d'identifier ces facteurs pour mettre les personnes dans des conditions optimales à leur bien-être et à leur productivité.
Et ça, c'est le rôle également du manager de donner ces conditions-là à ses collaborateurs pour peu qu'ils les aient identifiées. Les styles de management aussi dépendent de chaque manager. Certains ont un style autocratique, d'autres démocratique, bienveillant, laisser-faire. Le modèle permet de comprendre tous ces styles, leurs points forts et leurs limites. TB Keller a identifié quel style était majoritairement utilisé par quel type de personnalité et surtout aussi les incompatibilités. Certains types de personnalités ne supportent pas ou ont du mal avec des styles de management. On ne manage pas tout le monde de la même façon. L'idée de mettre en place un style d'interaction différencié en fonction des besoins de nos interlocuteurs. Encore une fois, on donne aux autres ce dont ils ont besoin et non pas ce dont on pense qu'ils ont besoin ou ce dont nous, on a besoin. Un autre point important du modèle est les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, c'est nous avons tous des besoins psychologiques que nous cherchons à satisfaire consciemment ou inconsciemment. Nous cherchons à obtenir la satisfaction de ces besoins, que ce soit au travail ou dans la vie privée, que ce soit par les autres ou par nous-mêmes. Notamment les signes de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, donner, recevoir, accepter, refuser ou se donner, par exemple. Ces besoins-là sont associés au type de personnalité et nous avons tous des besoins à des degrés différents. Ces besoins sont le carburant pour notre moteur et le besoin prioritaire étant celui associé à notre phase, cette fois-ci. Donc la satisfaction positive de nos besoins psychologiques va nous donner de l'énergie et cette énergie va nourrir notre motivation et servir et nous permettre d'utiliser notre ascenseur. Le rôle de manager est de nourrir les besoins psychologiques de ses collaborateurs pour peu qu'ils les aient identifiés, bien sûr. Alors, comment ça se passe quand nous n'y arrivons pas? Comment s'y prennent les enfants pour obtenir de l'attention, par exemple? Ils vont faire des câlins, ils vont se coller, ils vont faire des beaux dessins, etc. Et puis, s'ils n'ont pas l'attention dont ils ont besoin de leurs parents, ils vont faire des bêtises, ils vont crier, ils vont faire des pleurs, bref, jusqu'à se faire gronder. Mais au moins, ils ont cette attention. Il vaut mieux de l'attention négative plutôt que pas d'attention du tout. Pour les adultes, c'est pareil. Et si nous n'arrivons pas à avoir cette satisfaction positive, le stress nous guette. Alors, le stress fait partie de notre quotidien. Malheureusement, parfois, il devient contre-productif et contagieux. Une personne stressée va adopter un comportement qui l'amène à satisfaire ses besoins psychologiques de façon négative. Ce comportement est très souvent inconscient et nocif pour la personne et pour la relation, bien sûr. En fait, le stress nous bouffe de l'énergie et nous empêche de prendre notre ascenseur pour monter dans nos étages. Et si on ne monte pas dans nos étages, quelque part, nous descendons à la cave. Donc, TB Keller a identifié 3 degrés de stress. Le stress qu'il appelle léger, qui est un inconfort passager et fugace. On est un peu gêné, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un mot échangé, une remarque, un regard. Ces moments-là arrivent plusieurs fois par jour et durent quelques secondes. Je dirais, on ne fait pas attention. Après, si ça se reproduit trop souvent, la fréquence et l'intensité, on peut passer dans le niveau stress sévère, degré de stress sévère, où là, la pression est ressentie avec intensité et une fréquence importante. On n'est pas bien et on le sait là. Et surtout, ça se voit. Le comportement va changer significativement. Et si on ne traite pas à ce niveau-là, on peut passer à un stress intense. Là, on est en burn-out. Cela relève de la médecine ou de la thérapie. Donc, bien sûr, la communication devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous descendons en stress. La descente est séquentielle si nous n'agissons pas pour arrêter le processus. Donc, nos comportements peuvent changer significativement quand on est assis peinard à notre bureau ou quand il y a le feu. Le gros intérêt du modèle, c'est qu'il nous apporte 3 aides sur ces comportements sous stress. TB Keller a trouvé que ces comportements sont 1. Prévisibles, donc il a décrit les comportements possibles et il les a associés au type de personnalité. Par exemple, une personne sous stress pourrait devenir perfectionniste, cassante ou ne plus arriver à dire non, par exemple. D'autres se retireront dans la passivité ou manipuleront en rejetant la faute sur les autres. Le deuxième point, c'est que ces comportements sont observables, pour peu qu'on sache quoi observer. Tout ça, c'est des signaux faibles, verbaux ou non verbaux, qui nous permettent de dire si une personne est stressée.
Et quand je dis une personne, cette personne pourrait être soi-même. Et le troisième point, qui est le plus intéressant, c'est réversible. La bonne nouvelle, c'est que la ProcessCom nous donne des techniques pour ramener les personnes à un niveau de stress acceptable. Donc, bien sûr, dans toute société, le stress est présent. Dans les startups, peut-être plus souvent qu'ailleurs. Et avoir ces outils-là, et je pense que c'est le point fort de la ProcessCom, c'est arriver à travailler sur ces comportements sous stress qui donnent énormément d'outils, notamment pour traiter ces situations conflictuelles ou difficiles ou sous tension. Donc, en conclusion, rappelez-vous ces points. Donc, toute personne a un immeuble qui représente sa structure de personnalité. On communique à partir de notre base, donc on interagit avec les autres à partir de notre base. Notre motivation de l'instant vient de notre phase et de notre capacité à nourrir nos besoins psychologiques pour nous charger en énergie. Les autres étages sont des ressources auxquelles on va avoir accès en prenant notre ascenseur. L'ascenseur est un comportement d'adaptation à l'autre et au contexte. Et les comportements sous stress sont prévisibles, observables et réversibles. T.B. Keller dit que la mission de la ProcessCom est d'améliorer la qualité de vie de chacun parce que la relation aux autres est capitale. Voilà. Pour aller plus loin, il y a quelques livres. Donc, le livre sur la ProcessCom qui a été écrit par Gérard Collignon. Vous avez le livre sur les accords Toltec aussi de Don Miguel Ruiz qui est intéressant à lire. Et puis un petit livre tout petit mais vraiment sympathique d'Anne Ducrot sur les situations de tension quand on est face à des difficultés pour apaiser les relations. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez également passer votre inventaire de personnalité en ligne. Donc, c'est un questionnaire qui est à remplir en ligne avec un débrief derrière par un coach ou un formateur certifié ProcessCom. Donc, vous avez les liens pour aller trouver un formateur ou un coach près de chez vous sur ces sites-là. Et puis, vous aurez donc en résultat votre inventaire de personnalité, votre immeuble, et puis surtout un rapport d'une 40aine de pages qui va vous décrire effectivement vos points forts et puis vos points de vigilance, et puis aussi contenir tout un tas de conseils sur comment prendre soin de vos besoins psychologiques ou faire attention à votre satisfaction négative de ces besoins-là. Voilà. Vous avez aussi plein de formations sur ce truc-là. Donc, je vais juste vous passer une petite slide de pub. Donc, il y a des certifications en communication interpersonnelle qui sont proposées. Donc, pour ma part, j'en propose sur Grenoble en avril, avec 2 fois 2 jours en présentiel, avec une certification qui est par l'organisme international APMG. Et puis, vous avez aussi, si vous avez une semaine à passer, développement personnel et jeune, où il y a de la ProcessCom avec aussi du nettoyage de l'organisme qui ne peut pas faire de mal en ces temps troublés. Voilà, toutes ces formations sont éligibles au DIF ou au CPF. Et puis, elles peuvent aussi, si vous bénéficiez du FIFPL, si vous êtes profession libérale ou de l'OPCO, avec une convention de formation, bien sûr. Voilà. Merci de votre écoute. C'était juste une introduction rapide à la Process Communication Model. J'espère que cela vous a intéressé et donné envie d'en savoir plus pour appliquer ces techniques dans votre quotidien. Voilà, Boris est votre contact sur place pour vous donner plus d'informations si besoin. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions. Super, merci beaucoup Michel. On t'a perdu en visio entre-temps, ta caméra s'est activée. Ma caméra, désolé, je n'avais pas vu que j'étais plus à l'écran. Peut-être une question de bande passante. Voilà, c'est bon là, je pense. Je me remets à l'écran. Parfait, super. Donc merci pour ces éléments de cadrage sur cette technique particulière et sur la problématique. Écoute, à la limite, ferme peut-être le partage d'écran, qu'on se revoit tous à nouveau. Et ma foi, on va les uns les autres réagir, questionner. Quand je dis les uns les autres, alors là, vous devez vous sentir tous concernés. La balle est dans votre camp. Je prends les mains au fil de l'eau. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des éléments dans la discussion, non? Même pas, non, c'est des grands timides en fait. C'est la catégorie timide, je ne me souviens plus. Est-ce que ça vous parle, les points que j'ai soulevés? Est-ce que vous avez du stress de temps en temps? Allez, Corentin. C'est moi, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, bon, je suis désolé, je vais peut-être faire le poil à gratter, c'est pour ça que je voulais pas prendre la parole en premier. C'est effectivement un sujet, alors, pour moi, qui me parle beaucoup. Je pense que ça parle beaucoup au reste de
des entrepreneurs ici présents parce que la communication avec les différents membres de l'équipe, ça fait tout, parce qu'à un moment, tout passe par de la communication et si c'est mal fait, en fait, la stratégie, les compétences des salariés, etc., n'ont pas beaucoup d'importance. Moi, il y a un sujet qui m'interroge sur le modèle théorique que vous avez présenté et qui vient en confrontation directe avec un autre modèle théorique qui est celui du processus d'individuation de Jung, qui dit que cette base, elle change et qui nous amène à nous interroger justement sur la façon dont on transforme notre personnalité et dont on adapte notre personnalité au fur et à mesure dans notre vie. Voilà, je voulais juste vous interroger par rapport à ça. Je sais que le modèle théorique, il sert de structure de réflexion, il permet de s'interroger, mais personnellement, j'adhère plutôt à une vision où on évolue et où cette personnalité se construit petit à petit. Discussion d'experts. Merci Corentin. Oui, clairement, je veux dire, ce n'est qu'un modèle, je dirais, hein, et il est sujet à caution, hein, que ce soit Jung ou autre, hein, on a tous notre point de vue. J'ai mon point de vue aussi sur l'outil. Ça fait une dizaine d'années donc j'utilise ce modèle, que j'utilise en intervention dans des entreprises. On a effectivement une structure de base que dit le modèle ne bouge pas. On a la phase qui peut potentiellement évoluer, hein. Et c'est vrai qu'en fonction de l'éducation, il y a de l'acquis, il y a de l'inné, en fonction du contexte aussi, en fonction de notre job, on va devoir, je dirais, circuler dans notre immeuble de façon importante. On va devoir peut-être muscler des étages plus que d'autres. On va avoir des dimensions aussi ou des points de motivation qui peuvent évoluer dans la vie. Et c'est vrai que la personne qui a bossé toute sa vie, qui du jour au lendemain plaque tout, achète un bateau et part faire le tour du monde, on peut se dire effectivement qu'elle a bougé, quoi. T.B. Keller, lui, dit que c'est un changement de phase. Alors peut-être que d'autres l'appelleraient ça un changement de base. Pourquoi pas? Je dirais, pour moi, peu importe, à partir du moment où ça fait du sens pour nous et où on en tire un enseignement quel qu'il soit. Élise? Oui. Déjà, merci. C'était super intéressant comme approche. Moi, j'utilise, c'est un grand mot. Je suis un peu plus familière avec le MBTI que j'utilise, en tout cas que j'essaye d'utiliser, sur lequel j'essaye de m'appuyer avec mon équipe. Aujourd'hui, la difficulté, on va dire, à l'utiliser et à s'en servir efficacement, c'est plus, en tout cas, je trouve, que ce soit Processcom ou MBTI ou quel que soit l'outil, pour moi, la question, c'est plutôt comment on s'en sert, parce que ça nous donne effectivement des informations sur chaque personnalité, chaque membre de notre équipe. Mais quand on est face à un problème, que ce soit un problème entre nous et un salarié ou au sein de l'équipe, ou même, c'est plus comment on s'appuie là-dessus pour résoudre les tensions, en fait. Oui, effectivement, tout outil est intéressant à partir du moment où on peut le mettre en pratique et on l'utilise, quoi. Sinon, ça reste intellectuellement intéressant et ça rentre à droite, ça sort à gauche, quoi. C'est clair que ce genre d'outil, il n'y a que la pratique, hein. Apprendre une langue étrangère, ça demande de la pratique. Si vous voulez apprendre le chinois, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, forcément, ça restera tout le temps artificiel et ça ne deviendra jamais naturel, quoi. Donc, pratiquer la Processcom, c'est juste l'utiliser au quotidien. Alors, il y a plein d'exercices qui sont proposés pour aller justement pratiquer tout ça. Derrière, c'est clair que quand on est débutant, je dirais, on va faire volontairement l'effort de dire, alors la personne, quelle hypothèse je peux faire sur sa base, sur sa phase, et on va essayer de détecter tous ces signaux faibles qu'on a appris, un peu comme les mentalistes, par exemple, où eux, ils voient plein de trucs et nous, on ne voit rien. Vous voyez, encore une fois, si on sait quoi observer, on le voit. Si on ne sait pas quoi observer, on ne le voit pas, quoi. Le comportement non verbal, par exemple, avec l'expression du visage, le fait d'avoir une expression comme ça ou comme ça, etc., ou même de se gratter l'épaule, il y en a qui vont vous dire ça a toute une signification. Ok, mais si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Alors que si on prête volontairement attention à ces points-là, on commence à avoir des indicateurs. Vous voyez, c'est des signaux faibles qui vont s'allumer, qui vont s'éclairer. Donc, quand on a un ou deux
C'est rien. Quand on en voit 4, 5, 6, etc., on peut commencer à bâtir des hypothèses en me disant peut-être que cette personne-là a besoin de reconnaissance ou peut-être que cette personne-là a besoin d'être reconnue pour ses compétences. Et si on a ça, on essaye. On essaye un truc et on voit. Hein, si la relation s'améliore, ça veut dire que finalement, on est tombé bien, quoi. Et puis, si la relation ne bouge pas, ou au contraire, ça veut dire que ce n'était pas la bonne hypothèse et on va chercher autre chose, quoi. Mais clairement, tous ces outils-là, que ce soit MBTI ou autre, c'est une question de pratique. Et si on ne pratique pas, bien sûr, ça restera tout le temps artificiel. On aura du mal à appliquer. Et voilà. Mais je dirais que toutes les personnes que j'ai accompagnées moi et qui ont fait vraiment l'effort de dire je vais l'utiliser. Moi, j'ai une personne en tête qui a utilisé dans son quotidien au boulot et qui m'a dit ça fait vraiment une sacrée différence. Il a utilisé avec sa belle-fille aussi, avec qui il avait du mal à interagir, la fille de sa compagne. Il a utilisé avec sa mère aussi, avec qui il avait un peu des difficultés. Voilà, mais une fois qu'on a, je dirais, pris cette décision-là et essayé sérieusement de s'y mettre, ça peut faire une sacrée différence en termes d'interaction. Après, par rapport au MBTI, je dirais qu'il me semble que le MBTI est un modèle sur, vous avez 16 cases, hein, et c'est un peu à peu près ça, hein, 16 dimensions dans lesquelles on va mettre un petit peu les personnes. Ça donne une indication effectivement sur comment la personne va réfléchir et agir. Je ne suis pas sûr qu'il parle beaucoup de stress. Et pour moi, le comportement sous stress peut être significativement différent d'un comportement, je dirais, nominal, quoi, quand tout va bien. Donc, c'est peut-être pour moi le plus qu'on peut avoir avec cet outil-là. Okay. Peut-être pour rebondir sur la question d'Élise, avant de passer à une autre question, on a déjà échangé par le passé, Michel. Effectivement, tu fais partie des gens qui ont beaucoup de pratiques, justement. Et nous, on adore les retours d'expérience. Est-ce que tu as peut-être 2-3 retours d'expérience où effectivement tu es intervenu toi-même sur des équipes éventuellement en crise, entre fondateurs ou fondateurs salariés, enfin, 2-3 cas particuliers peut-être à nous relater en retour? Alors, je suis désolé, je ne t'ai pas posé la question en amont, tu aurais pu préparer. Oui, non, il n'y a pas de souci. J'en ai des cartons d'anecdotes. Je pense notamment à une anecdote où il y a une start-up avec 3 fondateurs. Avec donc oui, 3 fondateurs, une personne qui est senior, une personne qui est un peu moins senior, et puis une troisième, donc il doit y avoir un quinca, et puis deux personnes qui ont la quarantaine. Le fondateur a une posture qui est assez rigide et directive et autoritaire, etc. Et puis son associé a une posture qui est beaucoup plus relaxe, hein, assez cool. Hein. Alors, si je prends mes profils de personnalité, je dirais qu'il y a un peu de rebelle dans ce qu'il fait, hein, parce que lui, il arrive à 11h du matin, tranquillou, quoi. Alors que l'autre, il insiste pour que tout le monde soit là à 8h. Vous voyez, et dans ces situations-là, forcément, ça crée des tensions parce qu'il y en a un qui va monter sur ses principes et puis l'autre qui va faire exprès de le titiller parce qu'il voit qu'il part au quart de tour. Voyez, et quand on a des situations comme ça, forcément, il y a des conflits qui vont émerger. Donc, à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui sont tels qu'ils sont et que, en voulant essayer d'apaiser les choses, on ne fait que les envenimer, on a des clés pour de dire c'est pas la bonne approche, quoi. Vous voyez, donc dans les conflits entre associés, hein, dans la médiation, c'est un outil qui est extrêmement utilisé. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça s'est solutionné. Vous avez déboulonné comment le point? Là, c'était tous les 3 dans une pièce, on ferme la porte et puis on pose les trucs sur la table et puis chacun prend conscience que l'autre est comme ça et qu'il ne s'agit pas de changer l'autre, quoi. Il y a notamment un point aussi sur lequel les gens s'accrochent tout le temps, c'est j'ai raison, donc si j'ai raison, forcément il a tort. Hein. Vous voyez, et moi, ce que je fais en général sur un truc comme ça, c'est que j'écris un 6 sur une feuille. D'accord? Je prends une feuille blanche, j'écris un gros 6 et je lui mets devant les yeux, de l'autre côté de la table. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Et il va me dire 9. Je dis, non, c'est 6. Il dit, mais tu as raison, mais moi aussi j'ai raison. Vous voyez, c'est juste une question de point de vue, encore une fois. Si on ne se met pas côte à côte pour essayer de traiter un problème, on risque de rester sur des positions figées où on a tous les deux raison. Oui, on a tous les deux raison. Par contre, on n'est pas du même avis. Et ce n'est pas incompatible. Donc, ces outils-là permettent d'aller désamorcer parce que je dirais que 90% du temps, ce n'est pas des conflits, ce n'est pas des désaccords, c'est des malentendus. On ne s'est pas compris. On ne parle pas de la même chose. Ou alors, mon référentiel n'est pas le même que le vôtre. Mais encore une fois, il n'est pas meilleur, il est juste différent. Donc, si je juge
votre action en fonction de mon référentiel. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être un peu plus de la vie courante. J'étais au restaurant il y a quelque temps, il y a longtemps maintenant, et donc c'était un restaurant tout simple, très sympathique. Et donc je m'assois, je prends le menu, et puis à un moment donné, il y a le serveur qui arrive et qui se baisse, il ramasse ma serviette qui était tombée par terre et qui la pose à côté de mon assiette avec un grand sourire. Donc je lui fais un grand sourire, je lui dis merci, et puis voilà. Et puis, dans mon référentiel, si vous voulez, m'essuyer la bouche avec une serviette qui est tombée par terre, ben, moyen, quoi, moyen. Donc, j'aurais très bien pu dire comment, qu'est-ce que c'est, enfin, ça se fait pas, enfin, péter un scandale, quoi. Alors que pour lui, ben, il m'avait rendu service, quoi. Il était content. Donc, si je juge avec mon référentiel, je peux monter dans les tours facilement, quoi. Mais pourtant, encore une fois, il n'y a pas de tort ou raison, quoi. C'est pas ça, c'est juste, il y a un point de vue qui est différent et qui est respectable des deux côtés. Donc, si je fais l'effort d'essayer de me mettre à son niveau, de parler son langage, de comprendre son référentiel, hein, je reprends la boucle de l'interprétation, par exemple, ben, ça va faciliter grandement la discussion, quoi. Parce que je vais comprendre que finalement, si j'avais son vécu, si j'avais sa culture, sa religion, sa croyance, tout ça, ben peut-être que j'agirais pareil, quoi, finalement. Corentin. Bis. Oui, je cherchais mon micro. Je voulais faire une remarque suite à tout ce qu'on s'est dit. Il y a eu plusieurs questions sur l'outil, le support théorique sur lequel on travaille. Effectivement, ils sont tous critiquables, etc. Le sujet, c'est pas forcément de tourner autour de ça. Moi, je trouve que ça met en lumière un besoin hyper important pour un dirigeant, c'est d'avoir, alors certes, des outils, mais surtout une personne qui porte ces outils avec un regard extérieur. Et pour être accompagné maintenant tous les mois par un coach, je pense, ressemble beaucoup à Michel et en termes autant de compétences que de vision. Je trouve que ça permet d'avoir tout le temps un miroir réflexif, quelle que soit la situation. Et sur les sujets humains qui souvent sont les plus stressants, ça permet de désamorcer très vite. Nous, on a de la chance, on n'en a pas, du moins pas en ce moment. Mais en fait, sur tous les sujets, c'est très important parce que parfois, on se pose des questions personnelles sur où va cette boîte, c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie. Et en fait, ces sujets de communication, on peut se les appliquer un petit peu à soi-même et ces coachs-là aident aussi à faire ça. Donc, moi, je pointe en priorité le fait d'être accompagné par quelqu'un et le fait que cette personne ait ses outils, c'est clairement un plus. Oui, j'allais poser la question, effectivement, en prolongement, Corentin, parce qu'effectivement, c'est le sens de la question aussi d'Élise, c'est-à-dire que l'appropriation de l'outil, elle est quand même certainement beaucoup plus simple à partir du moment où on est accompagné, alors soit ad vitam aeternam, soit au moins sur les premiers temps pour s'approprier par quelqu'un qui maîtrise l'outil, etc. Si à un moment donné, on se sent plus autonome, pourquoi pas. C'est souvent comme ça que ça se passe, Michel? Alors, à vitam aeternam, non, ça s'appelle un gourou, ça s'appelle plus un coach, hein. Il y a une relation de dépendance qui se crée, hein. Pour moi, l'accompagnement, effectivement, hein, prendre du recul, faire cette introspection, elle n'est pas facile, hein. Donc, effectivement, quelqu'un de bienveillant qui va vous tenir le miroir pour vous permettre de faire cette introspection, se prendre ce recul-là qu'on n'a pas forcément, hein. Quand on est chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon, hein. Donc, on est comme ça, hein. Donc, le coach, il est juste là pour, vous savez, faire lever un peu le menton, pour regarder un peu plus loin, quoi, hein. Voilà, et puis il a aucun jugement surtout. Il n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Il est juste là pour aider à réfléchir, prendre ce recul, confronter, dire tout à l'heure tu m'as dit blanc, maintenant tu me dis noir, mais c'est à toi de savoir à quoi ça te renvoie. Voyez. Et puis je dirais surtout que quand on a fait appel à un accompagnant, à un coaching comme ça, un coach, ben, c'est pour une problématique particulière qui doit être identifiée, qui doit être ciblée, qui doit être traitée dans une période qui est de quelques mois. Si au bout de quelques mois, on n'a pas réussi à faire le tour de la problématique, c'est que soit ça ne relève pas du coaching, c'est de la thérapie où il faut aller voir un psy ou un psychiatre ou autre, soit c'est un mauvais coach, quoi. Si vous permettez, je me permets de réagir tout de suite à ça. Michael Jordan a eu un coach toute sa carrière, toute sa vie, et je pense que en tant que chef d'entreprise, je m'interroge là-dessus, hein, je n'ai pas la réponse, mais quand on regarde les enjeux qu'on traite, ça peut ressembler sur plein de points à des professionnels du sport ou de l'art qui sont un peu le fer de lance d'une industrie. C'est eux qui portent la vision, l'image, mais en réalité, il y a du staff derrière. Et nous, les salariés d'une boîte ne sont pas le staff qui soutient un dirigeant. Ils ont des missions qui leur sont propres.
Et personnellement, je pense qu'il manque vraiment un staff autour des dirigeants qui essaient de bâtir des choses les plus grandes possibles. Et justement, le coaching, alors nous, on n'a pas besoin de coaching musculaire ou alors peut-être que le coach mental est le même que dans une équipe sportive, mais sur d'autres aspects, je m'interroge là-dessus et je pense sincèrement que ça manque. C'est comment on accompagne un chef d'entreprise comme un leader, comme un MVP de la NBA ou comme un nageur olympique, quoi. C'est quoi votre position là-dessus? Parce que ça, c'est durable pour le coup. On a besoin d'un suivi durable. Moi, je ferais quand même une différence entre le coaching sportif et le coaching de dirigeant. Le coach sportif, en fait, on va avoir un accompagnement qui, je dirais, on est là pour entretenir, pour préparer une performance où le coach va se dépasser absolument. Et après, on revient dans un entraînement, je dirais, linéaire, quoi. Pour le dirigeant, c'est quasiment le contraire. C'est que le dirigeant doit être toujours au top et de temps en temps, il peut avoir un coup de mou, quoi. Vous voyez, donc la courbe est quasiment inversée. Donc cet accompagnement-là, il n'est pas le même. Il n'est pas le même. Et puis, pour ma part, je dirais que pour moi, le coaching doit mener à l'autonomie. C'est-à-dire que si on va traiter, ou alors on est consultant, ou alors on est formateur, mais on n'est pas coach. Le coaching, pour moi, ça doit amener les personnes à l'autonomie parce qu'on n'est pas là pour faire leur place. On est là pour les aider à trouver leurs ressources et leurs moyens. À partir du moment où ils ont trouvé leurs ressources et leurs réponses et leurs moyens à une situation particulière, normalement, derrière, ils n'ont plus besoin de nous, en tout cas pour ce problème-là. Qu'il y ait un autre problème derrière qui arrive, pourquoi pas? Mais je dirais que créer une dépendance entre une personne et son coach, ça ne me semble pas. C'est quelque chose que j'évite, moi, en tout cas. Je préfère à la limite dire, ben voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, allez voir quelqu'un d'autre, comme ça vous aurez un éclairage différent, parce que je ne prétends pas détenir la vérité et que je peux apporter certaines choses, mais je ne suis pas omniscient. Et donc, changer de coach, c'est peut-être pas plus mal non plus parce que ça permet d'avoir un éclairage différent. Mais c'est clair que l'accompagnement peut être bénéfique. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de créer Cogiteo il y a 11 ans parce que j'ai fait ce constat que Corentin vient de dire, quoi. C'est que pour faire un taux de succès de nos startups meilleur, ça ne sera pas avec plus de techno, ça ne sera pas avec plus de financement, ça sera juste avec un accompagnement sur l'humain, quoi. Comme je suis un grand client de retour d'expérience, Michel, je peux t'en demander encore un petit. Je sais pas, un petit cas de figure. Je suis dirigeant fondateur de start-up. Dans mon équipe, j'ai une grosse tension entre deux collaborateurs. Enfin, tu as un petit retour d'expérience sur un cas particulier, comme tu veux, enfin, sur un diagnostic comme ça et un déboulonnage sur un mode peut-être différent encore. Désolé, une Alors, fois non préparé. Oui, j'ai un cas comme ça aussi où il y a une tension importante. En fait, la start-up a grossi très rapidement, hein. Ils sont une quarantaine. Les gens qui ont démarré, ils ont démarré une dizaine, ils ont été rapidement une dizaine, puis ensuite derrière ils ont grossi. Donc en fait, les leaders technologiques se sont retrouvés managers d'équipe, hein, donc avec 3-4 personnes derrière, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est extrêmement bon technologiquement ou techniquement, on n'a pas forcément la formation au management, quoi. Et le management, ça prend, c'est un art, quoi. Et donc, moi, je me retrouve avec des personnes qui ont des difficultés à gérer d'autres personnes. Alors, s'ils prennent des seniors, c'est compliqué, quoi. Donc, ils prennent des juniors, mais s'ils prennent des juniors, forcément, la performance n'est pas là. Donc, ils sont tiraillés dans des situations qui sont difficiles pour eux parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, je dirais, du management. Et là, pour le coup, c'est les faire toucher du doigt le fait que, effectivement, la situation s'explique en tout cas. S'explique, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'il y a des compétences qui manquent peut-être. Et il y a aussi une posture peut-être qui manque parce qu'on ne passe pas d'expert technique à manager, voire commercial, voire entrepreneur de la même façon, quoi. Donc, je dirais qu'il y a un accompagnement sur la posture, les outils, les méthodes qui doit être intéressant et qui souvent aide beaucoup ces startups technologiques dans lesquelles on a des gens qui sont techniquement excellents, mais qui, du point de vue de l'humain et de la relation à l'autre, est difficile. Et du coup, des outils comme ProcessCom, ça permet déjà de faire une première passe sur faire comprendre aux gens qu'effectivement, mieux communiquer, c'est mieux collaborer, quoi. Super, merci beaucoup. Et je ne monopolise pas. Une petite question?
Ouais, moi, Régis. je voudrais rebondir sur l'exemple de Corentin, ce qui m'a fait penser à quelque chose. Alors, je suis basketteur, il y en a pas mal qui le savent, mais moi, quand je pense au métier de chef d'entreprise, je me considère plutôt comme un coach que comme un MVP. Et mon métier, c'est justement d'engager et de gérer ce MVP et de communiquer avec lui. Et je voulais juste dire un truc. Je conseille la lecture d'un bouquin de Phil Jackson, qui a été longtemps le coach justement de Michael Jordan. Il a gagné 6 titres avec lui. Et il explique comment il a réussi à gérer le mec avec le plus gros ego du monde, qui est le meilleur, qui sait qu'il est le meilleur, mais c'est au départ impossible de faire jouer Michael Jordan avec les autres joueurs. Donc c'est impossible de faire jouer votre meilleur ingénieur avec les autres, parce qu'il sait qu'il est le meilleur. Donc, alors il y a plein de trucs qui servent pas à grand chose dans son bouquin, mais il y a toute cette partie gestion d'ego qui est pas mal. Je conseille cette lecture-là, par contre. Ça s'appelle 11 Rings, 11 bagues. Ok. Merci, Régis. Super, merci. Autre intervention, contradiction, question, exemple, contre-exemple. Oui, n'hésitez pas à me contredire. Hein. Encore une fois, c'est juste mon point de vue. Hein. Ça n'engage que moi. Et je suis content de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'au moins j'apprends des trucs. Oui, ça. Alors, en fait, moi, c'est Arnaud. J'ai juste une remarque. Je trouve qu'il y a un peu deux cas différents. C'est les petites équipes où tu peux être en 1 à 1 avec quelqu'un en communication assez directe, hein, parce que là, c'est facile. Enfin, c'est facile. On peut sentir des choses. Voilà. On peut sentir le mec est plutôt comme ci, comme ça, faut l'aider, comme ci, comme ça, etc. Et quand tu attaques des équipes de plus grosse taille. Et là, c'est un autre sport, et c'est un sport qui est vachement compliqué, je trouve, hein, à titre personnel, parce que là, en fait, tu as un effet de groupe qui est, pour le coup, compliqué à gérer. Parce que le problème, c'est pas Michael Jordan, celui-là, tu peux le gérer. Le problème, c'est Michael Jordan qui est au milieu de 10 personnes et qui te fout le bordel avec les 10 personnes. Ça, c'est un autre sport. Voilà, c'est juste réflexion. Alors, qui a Michael Jordan dans son équipe? C'est vrai que souvent, on a des personnes, des cadors. Hein. Il y a des gens, je pense à une boîte aussi où il y a le mari et la femme qui ont monté la boîte. C'est 2 avions de chasse, quoi. Ils vont à une vitesse pas possible, quoi. Mais le problème, c'est que l'équipe derrière, elle a du mal à suivre, quoi. Donc après, ils n'arrêtent pas de virer des gens parce qu'ils ne suivent pas, quoi. Mais au bout d'un moment, il faut quand même garder un peu quelques personnes à bord, quoi. Hein. Sinon, à dos, on ne va pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que c'est clair que quand on est 3-4, ben, pour peu qu'on se connaisse bien aussi, ben, ça facilite. Hein. Et puis effectivement, ça se voit hein, si la communication non verbale est lisible, quoi. Je dirais. Pour peu qu'on crée en famille aussi, hein, effectivement. Moi, j'avais le père, donc le fils qui a créé, son père qui l'a aidé, sa sœur qui l'a aidé. Vous voyez, enfin, il y a des équipes comme ça où c'est assez familial. Bon, on se connaît bien, donc quelque part, ben, on a appris à se connaître et à se gérer, quoi. Mais c'est vrai que quand on est 2, 3, 4, en fait, le nombre de relations va être rapidement exponentiel, quoi. Et fonction donc forcément, la complexité va exploser, quoi. Une petite dernière pour la route? Thomas? Non? Oui, j'allais prendre la parole justement. Non, mais en tout cas, excellent témoignage. Nous, on est en plein dedans, hein, parce que j'ai connu les cadors. Après, c'est aussi compliqué parce que tu vois, d'un côté, tu as l'entrepreneur qui doit booster son équipe, donc je me considère comme un coach. Là, je suis en train de me renseigner sur les entretiens individuels, chose que j'avais pas faite pour des tas de raisons, là qu'on fait maintenant. Et je me dis même que si tu veux être efficace, il faut presque faire passer des questionnaires de personnalité de ton équipe pour comprendre leurs enjeux, leurs objectifs, faire en sorte de comment tu gères un Michael Jordan au milieu de ton équipe qui fout la merde parce que tu as constamment, quand un projet évolue, une espèce d'évolution complète de mindset. Et c'est un boulot vraiment hyper chronophage et comment je dis, je sais qu'il faut le faire, tu vois, mais c'est comment tu arrives à jauger du travail que tu dois faire pour que ton équipe elle progresse. D'autant plus en période de Covid-19,
Et quand tu es dans un secteur en particulière difficulté, parce que par exemple, nous, 80% du chiffre du groupe, c'était issu de l'événementiel qui n'existe plus aujourd'hui, tu vois, par exemple, quoi. Donc, du coup, je sais pas si tu as des témoignages ou… Oui, je dirais que le Covid a exacerbé la difficulté des communications interpersonnelles, hein, parce que le non-verbal à travers un écran comme ça, hein, ou au téléphone, c'est pas évident, et qu'on perd énormément de la communication, de la richesse de la communication. Et par mail, j'en parle même pas, quoi. Maintenant, si je vous mets tout le mail en majuscule, en rouge, peut-être qu'effectivement, vous allez entendre le ton de ma voix, quoi. Mais quelque part, je dirais que le fait d'être à distance, ben, ça a complexifié encore une fois ces relations-là. Donc, travailler sur ces aspects-là, moi j'ai une boîte justement sur Paris en ce moment, ils sont 40, ils veulent tous passer Processcom. Donc, je suis en train d'enfiler les séances de formation Processcom parce qu'ils disent, on va passer tout le monde à Processcom, ça va créer un référentiel commun, ça va aider les gens à se comprendre mieux les uns les autres. Et quand ils seront à distance, parce que là on essaie de le faire en présentiel avec les gestes barrières et tout, mais on le fait quand même en présentiel parce que ces formations-là sont un peu difficiles à faire à distance. Mais ça permet une certaine cohésion ou de recréer une cohésion d'équipe parce que ça devient presque un jeu même. En disant, ah oui, je sais, toi tu es comme ça, donc il faut que te parler comme ça. Et du coup, ça crée une connivence ou une complicité que le Covid met à mal, quoi. Ouais, donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, il y a d'un côté la prise de conscience du dirigeant qu'il y a des comportements différents et il faut les accompagner, puis ce côté-là. Et d'un autre côté, faire prendre conscience à ton équipe que chacun est différent et que donc il faut les former pour qu'on puisse progresser ensemble. Ouais. Ce que j'ai l'habitude de dire, moi, c'est que dans toute situation, il y a co-responsabilité. Si la relation entre deux personnes marche bien, c'est grâce aux deux. Si la relation marche mal, c'est à cause des deux. Donc, prendre conscience de ma part de responsabilité dans la relation ou dans la situation, c'est un premier pas. Si je n'en suis pas conscient, bah forcément, c'est un connard en face. Hein, donc, moi, je suis clean, quoi. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc comme ça, quoi. Donc, c'est son problème, quoi. Vous voyez, mais à partir du moment où je me dis, et moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire ou quelle est ma part de responsabilité, en tout cas, ben derrière, ça sera effectivement dire, ben voilà, une fois que j'en suis conscient, derrière, qu'est-ce que moi je peux faire de mon côté? Et si je fais mon premier pas, peut-être que ça peut inciter l'autre à faire le sien, quoi. Super. Ok, merci bien pour tes réponses en tout cas. Je t'en prie. Est-ce que mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a fait le tour ou est-ce qu'il y en avait une petite dernière qui était cachée en dessous qu'on n'a pas exprimée? Non? Michel, un immense merci pour ton intervention, pour ces échanges. Ça nous donne une grille de lecture, une approche. C'est toujours enrichissant de prendre ce recul-là. Vraiment, merci beaucoup de la part de tout le monde.